19h, temps universel depuis Bamako, d'où nous émettons. Merci de votre constante fidélité. Voici donc venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Voici les titres de votre flash d'information. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a récemment effectué une visite privée dans la capitale hexagonale. Reçu par son homologue français, François Hollande, les deux chefs d'État se sont longuement entretenus sur des sujets d'intérêt national. Nous parlerons dans cette édition de prévisions climatiques saisonnières. Vous avez dû le constater par vous-même, la saison hivernale au Mali se prolonge en ce mois d'octobre. Malgré un ralentissement ces 2 jours, l'on devrait s'attendre encore à de fortes pluies à partir de la semaine prochaine. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2016. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle page d'information sur Chérifla TV. Après son séjour au Gabon pour l'investiture du président de la République gabonaise Ali Bongo, le chef d'État malien Ibeka a effectué une visite à Paris dans la capitale française. Au cœur des échanges, le prochain sommet Afrique-France que le Mali s'apprête à accueillir et l'accord de paix issu du processus d'Alger. Voyons plus de détails avec cet élément signé Marietou Diallo. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur la coopération bilatérale entre le Mali et la France, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, les patrouilles mixtes et les sommets Afrique-France. Ils sont convenus d'approfondir encore la coopération civile et militaire bilatérale. Dans un communiqué de l'Élysée, François Hollande a confirmé sa volonté d'accompagner le redéploiement de l'État malien sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015. Il a également rappelé la disponibilité des forces françaises à accompagner les patrouilles mixtes associant forces armées maliennes et mouvements signataires de l'accord d'Alger dans toutes les régions du nord du Mali, ajoute le communiqué de la présidence française. Un effort substantiel en faveur du développement du Mali était réalisé au niveau européen dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et des causes profondes des migrations irrégulières et du phénomène des personnes déplacées en Afrique créé en 2015 au sommet de la Valette. Les deux présidents ont aussi discuté du sommet France-Afrique qui doit se tenir en janvier 2017 à Bamako. Actualité africaine à présent, initialement prévue au mois de juillet dernier à Kigali, dans la capitale rwandaise, l'élection pour la présidence de l'Union africaine a été reportée en 2017. Le gouvernement ougandais vient donc de retirer la candidature de Specioza Wandira à cette élection pour la succession de la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Nous retrouvons Marietou Diallo pour ce commentaire. La décision de l'Ouganda est motivée par celle de l'un de ses voisins, le Kenya, qui a annoncé récemment l'entrée en lice dans cette élection de sa ministre des Affaires étrangères, Amina Mohamed, selon les médias ougandais. La candidature de Specioza Wandira Kazibwe, envoyée spéciale de l'ONU pour la lutte contre le sida et ancienne vice-présidente de l'Ouganda, a été retirée à la suite d'une concertation entre la candidate, le président ougandais, Yoweri Museveni, et des diplomates du pays. L'Ouganda pourrait en même temps apporter son soutien à d'autres candidats d'Afrique de l'Est lors de l'élection du président de la commission de l'UIA prévu en janvier prochain. Le ministre botswanais des Affaires étrangères et son homologue équato-guinéen sont également candidats à ce poste. Programmé pour le sommet de l'UIA en juillet dernier à Kigali, la capitale du Rwanda, l'élection a ensuite été reportée en 2017. Les candidats ougandais, botswanais et équato-guinéens étaient officiellement entrés en lice pour la succession de la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. L'universitaire sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, fait partie des prétendants à ce poste dont le titulaire est élu pour un mandat de 4 ans. On revient au Mali et je vous l'annonçais dans les titres. Nous assistons depuis plus de 3 ans à un prolongement de la saison hivernale dans notre pays. Ce phénomène découle-t-il des perturbations liées au changement climatique? Jusqu'à quelle période exacte peut-on s'attendre à des précipitations? Ce prolongement de la saison des pluies a-t-il une répercussion sur les productions agricoles? Autant de questions qui trouveront des éléments de réponse dans une interview que le chef prévisionniste de Météo Mali a bien voulu nous accorder suivant cet élément. En début de saison, on avait annoncé un démarrage tardif de la saison des pluies au niveau du Mali, dans la partie sud du pays. C'est la région de Sikasso, le sud des régions de Kaï, Koulikoro et Ségou. On avait parlé de démarrage tardif. On a dit que les pluies n'allaient démarrer qu'à partir du 21 juin jusqu'au 30 juin. C'était le démarrage. Et l'installation de la zone des pluies était prévue à partir de la deuxième décade de juillet.
c'est-à-dire du 21 juillet au 31 juillet. C'était le démarrage, l'installation effective de la saison des pluies pour le sud. Pour la partie occidentale, on avait effectivement annoncé un démarrage de la saison des pluies vers le 21 juillet, mais l'installation effective était vers le 21 au 31 juillet. Donc c'est ce qu'on a observé présentement. Maintenant, pour la fin de la saison des pluies, il était prévu effectivement que la saison des pluies pour la partie sud, c'était prévu pour la première à la deuxième décade de novembre. Donc tout le mois d'octobre, on aura de la pluie au courant octobre, mais la fin était prévue pour la deuxième décade de novembre. Mais pour le nord, c'est-à-dire le nord des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et les régions de Mopti, Gao et Tombouctou, la saison de la pluie la fin était prévue pour fin octobre et probablement première décade de novembre. Affirmatif. Si vous constatez déjà depuis le 25 septembre, c'est-à-dire je prendrai même la troisième décade de septembre, du 21 septembre jusqu'au 30 septembre, on a eu un ralentissement des pluies. Si nous avons regardé notre réseau, si on regarde notre réseau, sur 41 postes sélectionnés, on a reçu la pluie au niveau de 39 postes, avec des hauteurs journalières variant entre 1 mm à 68 mm. Donc présentement, au cours de la décade, au cours du 1er mai et du 1er octobre, jusqu'à ce jour, on a eu quelques pluies par endroit. Donc on a senti un certain ralentissement des pluies à partir du 25 septembre jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour 7 octobre. Mais c'est dit que ça c'est normal, c'est un ralentissement qui sera même très favorable parce que présentement nos cultures sont à l'épaisseur floraison. Donc des fortes pluies seront préjudiciables à un bon rendement. Il faut que les pluies soient faibles, ralenties, pour qu'ils puissent avoir une bonne fécondation. Maintenant, la reprise des activités pluvieuses sera amorcée à partir du 10 octobre. Précisément à partir du 12 octobre, nous allons avoir la reprise des activités pluvieuses orageuses qui peut être accompagnée de pluies modérées à forte et même très importantes par endroit. La saison, en réalité, on va la définir du mois de mai au mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, de fin octobre maintenant, toutes les pluies qui vont tomber au mois de novembre, la première décade de novembre ou la deuxième décade, toutes les pluies qui vont tomber, c'est des pluies qui vont créer des préjudices par endroit. Parce que ce serait mieux parce que certaines cultures comme le mil souna seront récoltées déjà en fin octobre, mi-octobre, fin octobre. Donc ces pluies-là, il faut les mettre à l'abri des pluies. Aussi bien le maïs qui est présentement récolté, il faut les mettre à l'abri des pluies, les mettre en endroit sec pour que la pluie ne puisse pas tomber sur ce sujet. Maintenant, pour le coton, pour les récoltes de coton qui se dérouleront peut-être vers fin octobre, début novembre, novembre c'est les pluies de hors-saison, c'est pluies hors-saison. Donc ces pluies-là peuvent créer des dégâts aussi sur le coton, une fois récolté sur la parcelle, ça peut créer des problèmes, ça peut désapprécier même la qualité du coton. Certainement oui, parce qu'une fois que la saison est prolongée, si vous constatez les 10 dernières années, depuis 2010 jusqu'à ce jour-là, nous avons des pluies généralement au sud jusqu'au mois de novembre. Première décade, deuxième décade de novembre, nous arrêterons des pluies. Maintenant, l'impact sur la période de froid, la période transitoire entre la saison sèche et la saison humide, et la saison des pluies, ça c'est dû à d'autres caractéristiques qui peuvent expliquer ça par rapport au prolongement de la durée. Et nous repartons en dehors de nos frontières pour le tour d'horizon de l'actualité africaine. Ils sont quelques 15 millions de Marocains appelés à voter ce vendredi 7 octobre pour le renouvellement des instances parlementaires. Au Niger, l'actualité est plutôt dominée par une nouvelle attaque terroriste faisant un bilan d'une vingtaine de morts au rang desquels quelques Maliens. C'est entre autres les sujets commentés par Amadou Camara dans les brèves d'aujourd'hui. Le chef de file de l'opposition zambienne a été inculpé jeudi d'incitation à l'insurrection et l'organisation d'un rassemblement illégal. Il a été libéré sous caution après avoir passé une nuit en prison. Le président du Parti uni pour le développement national UPN2 et son vice-président avaient été arrêtés puis placés en détention à la prison de Louanchia dans la région minière. Tous deux ont plaidé non coupables. Leur procès doit se tenir le 19 octobre. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison.
Le président sud-africain Jacob Zuma a été longuement interrogé jeudi dans le cadre d'une retentissante affaire de corruption présumée à la tête de l'État par la médiatrice de la République, dont le mandat s'achève le 15 octobre prochain. Elle a rencontré jeudi à Pretoria le président Jacob Zuma dans le cadre de son enquête sur l'implication supposée de la famille Gupta dans les limogeages et la nomination des ministres et des membres du conseil d'administration d'entreprises publiques. Lors de l'interrogatoire, les avocats de M. Zuma ont plaidé dans un communiqué ne pas avoir eu assez de temps pour se préparer et que leur client répondra plus tard par écrit au bureau du médiateur. Au Maroc, plus de 15 millions d'électeurs étaient appelés à renouveler leur parlement ce vendredi 7 octobre. Dès l'ouverture des bureaux de vote situés à Casablanca, l'affluence est tout à fait notable. Les électeurs se rendent aux urnes avant d'aller au travail. Le dispositif d'accueil était en place et la transparence du scrutin semble avoir été assurée. Avec un certain nombre de garanties données sur le déroulement des élections, plus d'1 millier d'observateurs étaient présents ce vendredi dans les bureaux de vote pour surveiller le bon déroulement du vote. L'armée nigérienne a été victime d'une attaque terroriste ce jeudi 6 octobre aux environs de 14h heure locale. 22 soldats ont été tués lors de cette attaque sur le site des réfugiés maliens de Tassalit dans la région de Tawa. Une attaque en plein jour et qui a surpris les soldats. C'est la première fois qu'il y a eu un nombre élevé de soldats tués dans cette partie septentrionale de la région de Tawa et frontalière du nord du Mali. Le bilan est lourd. Les 22 soldats ont été achevés d'une balle dans la tête. Dans leur fuite en direction de la frontière malienne, les assaillants ont emporté des armes et des munitions, ainsi qu'un véhicule 4x4 de l'armée. Des sources sécuritaires ont indiqué que des poursuites sont engagées. Le dispositif Barkhane a également été alerté. Et nous terminons cette édition d'information par l'Égypte qui intensifie ses efforts contre l'hépatite C. Nombreuses sont les familles qui sont touchées, les familles égyptiennes qui sont touchées par l'hépatite C, selon les estimations du représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Égypte. Le virus véhiculé par le sang extrêmement contagieux tue, d'après les estimations, 40 000 Égyptiens chaque année et au moins un habitant sur 10 âgé de 15 à 59 ans est infecté. Retrouvons Amadou Camara pour cet autre commentaire. L'épidémie d'hépatite C en Égypte remonte à des décennies à l'époque où les seringues en verre utilisées pour les campagnes de vaccination de masse n'étaient pas convenablement stérilisées entre deux vaccinations. Selon les explications des médecins du Comité national égyptien de l'hépatite virale, ce réservoir d'infection s'est maintenu pendant des années en raison de l'absence de prise de conscience et d'efforts de lutte contre sa propagation, poursuit-elle. Une partie du problème tient au fait que les symptômes de l'hépatite se manifestent parfois tardivement. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont infectés car ils n'ont souvent aucun symptôme avant l'apparition d'une maladie hépatique grave, parfois des années plus tard. Selon le docteur Stéphane Victor du programme mondial OMS contre l'hépatite, d'après le constat des médecins de l'OMS, le système de santé fragmenté en Égypte a rendu difficile le maintien et le renforcement des normes nationales en matière de santé. Mais le plan national contre l'hépatite pour 2013-2018, établi par le Comité national de l'hépatite virale et le ministère de la Santé, et avec l'appui de partenaires de la santé, met fortement l'accent sur la prévention. Dans le cadre de ces plans, l'OMS aide le gouvernement à mettre sur pied un système national de collecte de données sur l'hépatite afin de mieux comprendre les tendances et d'adapter les mesures les cas échéants. Voilà donc cette édition d'information touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous inviter à suivre le bulletin d'information en langue nationale bamanakan. Ce sera une présentation de Kafouné Batili à 21h. Restez branchés sur Chérifla TV, votre chaîne de proximité. À très bientôt.